Bonjour, nous sommes ici avec Pino Arlacchi, qui est une véritable légende dans la lutte contre le crime international. Il a été le secrétaire général, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la lutte contre les narcotiques. Il a continué cette mission en tant que membre du Parlement italien et du Parlement européen, où il a été le rapporteur sur l'Afghanistan. Il a conseillé de nombreux gouvernements dans le monde sur cette question-là. Donc, on est avec lui ici aujourd'hui. Bonjour Pino. Vous avez écrit un livre en italien que j'ai commencé à lire qui s'appelle Contre la peur. Et dans ce livre, vous abordez plusieurs questions. Celle qui nous regarde aujourd'hui, c'est évidemment le sujet de l'Afghanistan, mais on va voir d'autres questions, si le temps nous le permet. Permettez-moi de démarrer. Notre public est probablement pas au courant quand vous étiez en charge aux Nations Unies, en charge d'éradiquer la production du pavot en Afghanistan et que vous avez réussi cela. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est les talibans en fait qui se sont mis sous notre contrôle et sous notre pression. Quand j'ai commencé, quand j'ai pris mes fonctions, je me suis immédiatement rendu en Afghanistan où j'ai essayé de négocier avec eux l'élimination des récoltes de pavots. À l'époque, ils contrôlaient quasiment tout le pays en échange pour un programme à long terme d'un développement alternatif pour les fermiers et les producteurs afghans. Moi, j'avais un plan sur 10 ans. Ça proposait de faire... Eux, les talibans m'ont proposé de le réaliser en un seul an, en un an, en échange pour tout l'argent qu'on offrait pour le plan de développement. À ce moment-là, on a continué des très longues négociations dans lesquelles il y avait différents épisodes. Et à un certain moment, j'étais un peu fatigué de leur comportement parce qu'initialement, ils avaient accepté donc, de bannir la production des narcotiques ou du pavot dans le pays. Ensuite, voilà, ils commençaient à aboyer un peu, etc. Donc, à un certain moment, j'ai demandé le Conseil de sécurité d'appliquer certaines sanctions. On a commencé à monter la pression sur eux. Donc, en réalité, on avait une bonne relation avec eux et ils sont bien plus raisonnables de tout ce qui a été dit dans la presse. Après un travail intense et des échanges un peu musclés, où on les a aidés d'un côté tout en les mettant sous pression, on est arrivé à ce résultat. Dans l'été de 2001, toute la production est quasiment tombée à zéro au niveau du pavot dans le pays parce qu'ils avaient décidé d'accepter de bannir la production. Malheureusement, la même année, donc en 2001, en octobre, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre 2001. La première chose qu'ils ont fait, au lieu de continuer à exiger qu'on continue ce plan et d'étendre donc l'accord avec les talibans sur un développement alternatif, les États-Unis ont décidé ils ont choisi une autre voie. M. Rumsfeld, à l'époque le secrétaire à la Défense, s'en est mêlé personnellement dans les négociations à travers les talibans, pas par les talibans, mais par les seigneurs de la guerre que les États-Unis soutenaient à l'époque. Les États-Unis les soutenaient. Les États-Unis, en fait, pensaient que ce n'était pas important. Ils ont délaissé ce sujet, ce qui les intéressait. Ils soutenaient, en fait, les seigneurs de la guerre dans ce qu'ils appelaient la guerre du terrorisme, sans se rendre compte que la même personne avec qui ils négociaient, c'était en fait des gens qui soutenaient le terrorisme que les Américains voulaient combattre. Donc notre plan a été écarté et en moins de 2 ans, la production du pavot a explosé à un niveau extrêmement élevé jusqu'à aujourd'hui. À quel point ce plan des talibans est efficace? La première décision, la première mesure du plan, c'était donc un bannissement
prohibition du pavot. Parce que eux, ils jouaient avec certaines interprétations du Coran. On a même nous-mêmes embauché des théologiens musulmans qui finalement ont prononcé un verdict très clair que le pavot était contraire à l'islam. Ensuite, on a essentiellement écrit la loi sur la prohibition. On a mis la pression pour sa mise en œuvre, utilisant des fonds qu'on avait pour cette bataille. D'abord dans une petite région pour en fait tester la capacité des talibans autour de Kandahar et les environs. Et cet essai, bon, ça n'a pas trop mal marché. On a ensuite élargi l'expérience et on a aussi fait les mêmes démarches auprès des milices qui étaient des ennemis des talibans, qui étaient en fait sous le contrôle du grand commandant de l'Alliance du Nord. Et à notre grande surprise, parce qu'on ne pensait jamais qu'on pouvait arriver à mettre ça en place, tout d'un coup, dans l'ensemble du pays, le plan en fait a fonctionné. Et ils l'ont fait. Ils ont banni la production de pavots. Donc, si on avait eu assez d'aide et de soutien international, en fait, il s'agissait d'une somme relativement ridicule. On parlait, le plan initial que j'avais mis en place, il s'agissait de 100 millions de dollars sur 5 ans pour l'élimination du pavot, 20 millions de dollars par an. Même s'il y avait un petit engagement de la communauté internationale, mon projet de développement, donc remplacer les cultures, si ça avait été fait, il n'y aurait plus de production de pavots en Afghanistan. Le marché aurait tout simplement disparu. Et c'est arrivé en partie en Europe, qui était le client, le consommateur principal de l'opium, qui est 90% des opiacés consommés en Europe viennent de l'Afghanistan. Il y a eu un effet sur les prix, bien sûr, mais bon, ça s'est rapidement terminé. Aussi parce que les trafiquants, sur la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, ont créé en fait des dépôts cachés, jusqu'à 100 tonnes de narcotiques. Quand on a découvert cela, notamment parce qu'on a coopéré avec l'agence spatiale russe, on avait donc une carte satellitaire assez précise où se trouvaient les dépôts de narcotiques qui étaient éclatés un peu partout au Tadjikistan. Donc, j'ai sollicité le Conseil de sécurité pour une autorisation pour agir aussi contre ces dépôts et ces stocks de drogue. L'action n'a pas été permise, notamment par l'opposition extrêmement ferme, d'abord et essentiellement par le gouvernement britannique. Donc, la leçon générale, c'est que il est possible d'éliminer la production de pavots, que ce n'est pas très cher et qu'aujourd'hui, parce que là, on parle de ce qu'on a fait il y a 20 ans, aujourd'hui, la situation est un peu semblable à ce qu'elle était il y a 20 ans. Les Américains, maintenant, ont été obligés de négocier, de faire un accord avec les talibans. Les talibans contrôlent, une fois de plus, la plus grande partie de l'Afghanistan et de la production du pavot, et la production qui est un petit peu plus élevée qu'à l'époque. Question, est-ce que vous pensez que ce plan peut être mis en œuvre aujourd'hui? La situation, comme je l'ai déjà dit, est essentiellement la même. À l'intérieur, au niveau afghan, les talibans contrôlent quasiment l'ensemble du territoire. International, peut-être on peut dire que la situation est plutôt plus favorable. Il y a plus d'acteurs aujourd'hui dans la région. Il y a 20 ans, le rôle et le poids de la Chine étaient quasiment négligeables. Aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur dans la région et le poids des États-Unis a été drastiquement réduit avec le retrait des troupes et par l'échec total de cette opération de l'invasion de l'Afghanistan. Il y a d'autres acteurs, notamment la Russie et d'autres acteurs de la région, les pays limitrophes à l'Afghanistan,
qui font des plans sur l'avenir de l'Afghanistan. Avec les Russes, j'ai tenté de mettre en place ce plan après mon travail avec l'Union européenne. Avec mon travail avec l'Union européenne, les Russes ont été pleinement coopératifs. Ils ont développé, avec Viktor Ivanov, qui était à l'époque le tsar de la drogue, le tsar anti-drogue de la Russie, on a développé un plan pour mettre ce projet en action. La Russie avait un accord pour le mettre en place et de le financer. Et bien qu'ils n'étaient pas enthousiastes sur le développement alternatif au niveau agricole, je les ai convaincus que c'était important. Ils voulaient juste un accord avec l'Union européenne. Ivanov est venu à Bruxelles, il a parlé avec la Commission, avec le Parlement, etc. L'attitude du Parlement est essentiellement positive, mais la Commission, elle s'en fichait, alors que ça aurait pu être réellement fonctionnel. Question, vous avez mentionné la Chine, est-ce que vous soutenez le rôle de la Chine avec son initiative, une ceinture en route? Je le soutiens pleinement, je suis sûr, lorsqu'on voit le plan de la nouvelle route de la soie chinois, c'est sérieux, c'est mis en place depuis plusieurs années, et puisque la philosophie de ce projet de développement est vraiment robuste, je pense qu'il y a encore plus de chances d'un succès aujourd'hui quand moi j'étais en charge de cette question. La question, c'est de vraiment se concentrer, de focuser sur cela, de ne pas diluer dans un grand plan en général, un grand plan pour l'Afghanistan. Ça, c'est de bien maintenir la concentration importante. Question. L'Afghanistan doit être relié avec ses voisins et avec le reste du monde. Est-ce que ça passe par la route de la soie? Est-ce que ça peut faire de l'Afghanistan quelque chose de positif? Oui, parce que ce n'est pas juste la connectivité, l'infrastructure. Le développement des infrastructures signifie créer les bases pour le développement. Ce qui devrait être fait en parallèle avec des plans de développement économique. La raison pour laquelle il ne faut pas le diluer, des meilleures routes, c'est efficace et seront excellents pour l'Afghanistan parce que l'Afghanistan est un pays carrefour depuis la route de la soie entre l'Est et l'Ouest. Mais la production des narcotiques est une question très spécifique qui a lieu dans des raisons très spécifiques. Donc, une ceinture de route, c'est parfait, mais il faut l'accompagner d'un développement, un plan de développement totalement concentré sur les régions concernées pour enlever les munitions, les narcotiques, le pavot, etc. Ça veut dire en particulier la région autour de Kandahar et la région centrale et sud de l'Afghanistan. J'estime que ça ne coûterait pas beaucoup plus qu'à l'époque pour être efficace. Quel prix on met sur ce plan? Quel investissement ça représente dans les régions concernées? La question principale, ce que j'ai appris en travaillant pour ce plan, la stratégie de l'Union européenne pour l'Afghanistan, ce que j'ai appris en étudiant les deux côtés, c'est que l'argent, cet argent qui va au développement pour l'Afghanistan, comment c'est mis en place, etc., et les effets, je me suis rendu compte que la plus grande partie de cet argent, disons 80%, de l'argent qui soi-disant est attribué à l'Afghanistan, en réalité, ça n'arrive jamais en Afghanistan. Donc, ça rate la cible. La plus grande partie de cette partie, évidemment, passe dans la corruption du gouvernement afghan. C'est l'histoire habituelle, elle n'est pas fausse. C'est l'histoire qu'on raconte et qu'on apprend tout le temps. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que, et les gens ne le savent pas, et moi, je l'ai mis dans mon plan,
je dis aussi que 82% disparaît déjà avant d'arriver en Afghanistan. L'Union européenne dépense un peu moins d'1 milliard d'euros chaque année pour l'aide au développement en Afghanistan. Les États-Unis, un peu plus, plutôt 200 ou 300 millions. Mais ce n'est pas plus que 200 ou 300 millions qui réellement arrivent pour la construction des écoles, des routes et des services, etc. Et ensuite, vous avez la corruption du gouvernement afghan, ce qui enlève encore 40 à 50% de cette somme. Donc, le vrai argent qui arrive est tout petit. Toute implémentation d'un plan de ce genre nécessite une agence en charge de la mise, une agence responsable et qu'on peut tenir comptable pour son action et permettant d'éliminer la corruption. Dans votre livre, donc, autre question, vous identifiez que l'obstacle majeur pour la paix, c'est les grands mensonges sur la Chine et la Russie. Concernant la Chine, la fausse représentation de la Chine, c'est la ligne qui consiste à décrire la Chine comme une puissance agressive, une superpuissance qui simplement veut faire la même chose que ce qu'ont fait les États-Unis depuis 60 ans. La Chine, dit-on, c'est la nouvelle États-Unis, c'est un nouveau hégémon, une superpuissance. Ce n'est pas du tout l'intention de la Chine. Et c'est complètement étranger à leur culture, leur politique et même leur profil économique. Voilà l'erreur ou le mensonge principal sur cette question. Il croit que la Chine va très bien devenir la plus grande économie du monde, qu'elle va construire l'armée la plus forte du monde. On commence à répéter essentiellement ce qu'on dit concernant une relation équitable basée sur des forces militaires avec la plupart des pays dans le monde, que la Chine va agrandir sa culture, ses influences, ses intérêts partout dans le monde. Et franchement, ce n'est pas le plan de la Chine. La Chine ne cherche pas à s'étendre, ne cherche pas à l'expansion à tout prix. La longue histoire de la Chine montre que la Chine se concentre essentiellement sur elle-même et sur la région qui lui concerne directement, c'est-à-dire l'Asie. Par rapport au reste du monde, la Chine veut simplement vivre et coexister avec d'autres puissances mondiales dans un monde multipolaire. La Chine a une alliance forte avec la Russie, qui est elle-même aussi à cette fausse représentation. La Russie moderne est le produit de la dislocation de l'Union soviétique. La fin de l'URSS n'a pas été accompagnée de tentatives d'étendre la puissance de l'ancienne puissance du communisme en Europe de l'Est ou dans les pays limitrophes. C'était plutôt accompagné par un pacte informel de coexistence pacifique qui disant que l'OTAN ne devrait pas s'étendre vers l'Est aux frontières de la Russie et que la Russie, petit à petit et graduellement, deviendrait un partenaire de l'Union européenne et des pays européens. Ces moments, c'était même il y a 4, 5 ou 6 ans, on envisageait même que la Russie puisse joindre l'OTAN comme un pays amical. À un certain moment, ce projet, qui est un projet pacifique pour construire une nouvelle relation meilleure, permanente, pacifique entre l'Europe et la Russie, s'est tourné, est devenu son contraire. L'OTAN, contrairement à tous ses engagements et accords, et la grande erreur de la Russie, bien sûr, a été de ne pas formaliser dans un traité ses engagements comme un traité de non-agression et de coopération pacifique. Après la chute du communisme, on s'est contenté de quelque chose de purement informel. L'OTAN s'est agrandi et a commencé à menacer la Russie qui
évidemment, a réagi, a dû réagir. Et le premier pic de la crise ont été, disons, l'apogée de cette crise a été la crise de 2012 et 2014, dans laquelle il y a eu un gros clash avec la Russie, totalement non nécessaire, complètement non justifié en termes de droit international et de politique. La Russie, l'Ukraine, disons, les liens au niveau culturel, au niveau de la langue. Une partie des Ukrainiens parlent la Russie. C'est une très longue histoire entre ces deux pays-là. Et donc, aller là-bas, essayer de décrocher l'Ukraine de sa relation avec la Russie et d'interférer dans une question régionale, plus soutenir un coup d'État contre la Russie, contre un président élu démocratiquement qui a été forcé de fuir son pays, tout en mettant en place un gouvernement sous influence des gens de la tradition fasciste et nazie, et continuer à provoquer la Russie sur sa frontière, avec un pays comme l'Ukraine, tout cela, c'était une énorme erreur politique que l'Union européenne continue à faire sous la pression des États-Unis. L'accord de Minsk a arrêté, disons plutôt, a gelé cette situation, mais on est encore dans un équilibre extrêmement précaire dans lequel ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne de continuer à poursuivre cette politique irresponsable qui consiste à attaquer la Russie, de ne pas respecter la réalité du terrain et au lieu de poursuivre une notion de long terme, de son intérêt à long terme de l'Union européenne et de l'Europe, qui est l'unification, de créer un espace unifié d'échanges et possible même à l'avenir politique sur le continent eurasiatique. Beaucoup ont pensé que la Russie, un jour, devrait faire partie d'une union plus large, comprenant l'Europe et la Russie. C'était des rêves du passé, mais aujourd'hui, il faut peut-être les rallumer, cet espoir, et de inverser, changer de politique envers la Russie. Question. Vous avez identifié la motivation contre ces gros mensonges comme étant vraiment la géopolitique, notamment britannique, et celle de Mackinder. Oui, Mackinder était l'élève avec une formation complètement de tradition britannique coloniale. Donc son intérêt principal, sa préoccupation, c'était comment préserver la domination britannique et occidentale sur le monde. Mais il était extrêmement perceptif et intelligent, et il a identifié une question essentielle qui était l'obstacle principal de la domination des anglo-saxons et de la puissance, des puissances occidentales. Il a vu qu'il fallait créer une division permanente entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Ce qui se disait à l'époque, c'est celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le monde. C'est une métaphore, mais ça signifie que l'unification ou l'intégration de cette partie de l'Eurasie, il fallait le casser, le détruire à tout prix. En particulier, évidemment, par les puissances anglo-américaines. Mais pourquoi? Parce que si elle se fait, ça marginaliserait les États-Unis, ça marginaliserait le Royaume-Uni et mettrait sur le devant ce qu'eux considèrent un fantasme à long terme, qui est l'intégration eurasiatique. L'Eurasie est un méga-continent qui a été un continent pendant des milliers d'années et qui a été complètement fracturé, divisé après la Seconde Guerre mondiale et même avant.
Mais le moment est venu pour aller dans cette voie. Et je pense que les meilleurs esprits dans le monde qui voient, capables de voir le long terme, aussi bien en Europe qu'en Russie, peuvent être d'accord avec cette idée qui me tient vraiment à cœur. Question. Vous avez appelé à un retour de la pensée socratique dans les affaires internationales. Le cardinal Nicolas de Cuse avait développé la méthode de la coïncidence des opposés, permettant de résoudre les conflits à un niveau plus élevé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. Mais il faut définir ce qu'on appelle une opposition raisonnable. La plupart des oppositions aujourd'hui sont complètement bidons. C'est la création de inimitiés qui ne devraient même pas exister. Et à la fin de la guerre froide, c'est devenu le problème principal. On a une politique internationale et la création d'inimitiés qui n'ont aucune raison d'être. Pourquoi cette inimitié contre la Chine et la Russie? Par le passé, dans l'époque communiste, au moins, voilà, il y avait une opposition entre deux pensées, deux systèmes qui étaient totalement opposés et qui étaient cohérents, etc. Mais après la chute du communisme, et avec l'ouverture de la Chine au reste du monde, économiquement et politiquement, pourquoi? Parce que ils ont besoin d'un ennemi. Il y a des intérêts extrêmement puissants qui fomentent, qui créent des inimitiés énormes. Et j'ai identifié deux concentrations dans cette chaîne de production d'inimitiés. D'abord, il y a le complexe migratoire industriel, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans d'autres pays. Et deuxièmement, les médias, le complexe des médias, qui ont besoin de la peur pour vendre leurs journaux et de créer leur public sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. Ils vivent de la peur. Les peurs, il faut les inventer ou les exagérer ou les rallumer pour faire marcher leur petit commerce. Je cite dans mon livre 1, 2, 3 ou 4 sens d'exagération, de crainte et de peur sans motivation. Un premier, c'est le terrorisme. Le vrai impact du terrorisme sur les politiques nationales et pour la sécurité personnelle et collective, c'est énormément exagéré et décrit par moi. Mais évidemment, c'est très, très bon pour le complexe militaire industriel et c'est très bon pour tous ceux qui spéculent politiquement sur la peur. Deuxième question, par exemple, l'immigration en Europe, qui s'est toujours présentée comme un très grand danger. L'immigration, par rapport aux vraies questions, c'est pas vraiment très important. L'impact de l'immigration sur le crime, c'est pas que les journaux et les gouvernements décrivent. Et il y a pas mal de preuves qui existent pour cela. La criminalité, quand on regarde sur le long terme, on a beaucoup de chiffres qui montrent qu'il y a un déclin de la violence à long terme, qu'il y a un déclin au niveau international, la guerre internationale, mais aussi les violences et les homicides. Il y a aussi un déclin historique à cause de la tendance de l'humanité de progresser sur le long terme. Un millénium, une tendance qui ça. Donc, on est dans un monde qui peut être changé pour le mieux. Et celui qui se bat pour ça est du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas juste quelqu'un qui prêche dans le désert. C'est pas juste une belle âme qui croit dans les bonnes choses et qui se contente de ça. Non, nous sommes les gens qui croient qu'on peut construire un monde meilleur, plus décent. On est dans le bon côté. Mais ce facteur contredit
des très grandes puissances qui ont intérêt à créer ces inimitiés et la crainte sur ces inimitiés. Merci, Monsieur Arlaki.